Bonjour à vous, bonjour à tous les dignes fils, toutes les dignes filles du monde et d'Afrique. C'est un plaisir de se retrouver ce matin dans le cadre, bien sûr, de cette production, la quatrième de la semaine de For You Matin. Ce matin, nous irons principalement du côté de l'Algérie, parler bien sûr de cette demande d'adhésion faite donc par l'Algérie. L'Algérie qui souhaiterait plus que jamais faire partie donc du bloc des marchés émergents en abrégé BRICS. La demande a été faite en début de cette semaine et pour cette occasion, donc la Russie a officiellement salué cette décision par la voix du ministre adjoint des Affaires étrangères. Il s'agit bien sûr de Mikhail Bogdanov. Cette volonté affichée donc par la partie algérienne, celle d'adhérer au format BRICS, l'acronyme des 5 pays qui forment actuellement le groupe, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le Brésil est donc, et l'Algérie, pardon, est capable aujourd'hui de répondre efficacement aux exigences économiques des BRICS. En tout cas, nous aurons l'occasion d'en parler et de répondre bien sûr à cette interrogation avec le concours de nos invités ce matin. Ils seront là pour nous permettre de mieux cerner cette demande d'adhésion aux BRICS de la part de la partie algérienne. Nous reviendrons bien sûr en fin d'émission sur la sortie du président français et Emmanuel Macron, qui a donc officiellement annoncé hier la fin de l'opération Barkhane au Sahel, en signifiant clairement que la fin de Barkhane ne signifie pas la fin de la présence française en Afrique et au Sahel en particulier. Donc nous dirons un mot sur cette actualité également. Ce matin, pour en parler, nous accueillons bien sûr le premier invité de cette matinale, c'est le consultant permanent d'ailleurs de For You Matin. Il s'agit de Monsieur Ndama. Bonjour à vous Monsieur Ndama, on rappelle bien sûr que vous êtes politologue. Bonjour mon cher ami Baudelaire Guinée. Bonjour à nos milliers de téléspectateurs téléinternautes. Un bonjour particulier au top management de For You Media, y compris nos techniciens ô combien valeureux qui d'ailleurs se battent autant que faire se peut afin que nous soyons toujours visibles mais aussi très visibles. Et sur ce, je souhaite une très bonne émission aux autres co-panélistes que nous avons le plaisir de présenter. Et sur ce, une très bonne émission à tout le monde. Voilà, vous l'avez clairement dit, on s'attend à du lourd, à du très très lourd durant bien sûr cette matinée. Je vous l'ai dit, nous irons principalement du côté de l'Algérie ce matin parler de cette demande d'adhésion au groupe BRICS. Voilà donc ainsi planté le décor en attendant bien sûr le concours des autres invités de ce matin. Allons tout d'abord du côté de la réalisation, prendre cette tranche d'information, l'information telle que traitée par la rédaction centrale de For You Media Africa durant les dernières 24 heures. Déployée dans le Sahel, l'opération militaire Barkhane avait pour mission de lutter contre les groupes armés djihadistes dans la région. Au bout de 9 années passées dans le Sahel, des critiques sont formulées par les populations pour le manque de protection des individus. Aussi, du point de vue des populations, la présence de l'opération Barkhane, au lieu d'enrayer ou plutôt multiplier les attaques terroristes. Le 13 juin 2022, sous la pression des militaires au pouvoir, chapeautés par le colonel Assimi Goïta, les Français se retirent de la base de Ménaka. Le dernier jour du départ de ces derniers, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop adresse une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU, accusant la France de fournir en armes et en logistique des renseignements aux groupes terroristes. Il demande une réunion d'urgence et menace d'utiliser la force en cas d'incursion des troupes françaises sur le sol malien. Le 9 novembre 2022, le président de la République française Emmanuel Macron, lors de son discours prononcé à Toulon, annonce officiellement la fin de l'opération Barkhane au Sahel. Il a également annoncé une adaptation significative des bases françaises en Afrique. Selon Emmanuel Macron, le principe est de réduire l'exposition et la visibilité des forces militaires en Afrique et se concentrer sur la coopération et l'appui principalement en termes d'équipement, de formation, de renseignement et de partenariat opérationnel. Notre engagement aux côtés de nos partenaires en Afrique doit désormais être centré sur une logique de coopération et d'appui à leurs armées. Cela doit se traduire par un dispositif plus léger et plus intégré avec elles. C'est pourquoi nous lancerons dans les prochains jours
une phase d'échange avec nos partenaires africains, nos alliés et les organisations régionales pour faire évoluer ensemble le statut, le format et les missions des actuelles bases militaires françaises au Sahel et en Afrique de l'Ouest, afin de bâtir avec les intéressés une organisation et des instruments communs et partagés de soutien aux armées de la région. Cette stratégie sera finalisée d'ici 6 mois, après les concertations, l'association étroite et intime que nous souhaitons conduire. C'est indispensable et c'est une des conséquences que nous tirons de ce que nous avons vécu ces dernières années dans toute la région du Sahel. De même, nos interventions doivent être mieux bornées dans le temps, et ce, dès le début. Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, en concertation avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. Notre soutien militaire aux pays africains de la région se poursuivra, mais selon les nouveaux principes que nous avons définis avec eux. Il se déclinera à l'échelle de chaque pays selon les besoins qui seront exprimés par nos partenaires, équipement, formation, partenariat opérationnel, accompagnement dans la durée et intimité stratégique. Il viendra aussi, et oserais-je dire surtout, en soutien des efforts civils déployés par les autorités africaines pour répondre aux tensions communautaires, aux vulnérabilités sociales et économiques que tentent d'exploiter les groupes terroristes. Accueillis en triomphe au Mali en 2013, les troupes françaises de la force militaire Barkhane n'ont pas connu la même clameur à leur départ du pays en août 2022. Ainsi se résume le début et la fin de Barkhane dans tout le Grand Sahel. Le président français Emmanuel Macron en a officiellement fait l'annonce ce 9 novembre à Toulon, la fin de l'opération anti-djihadiste Barkhane au Sahel. Rien de bien surprenant selon les analystes, un peu moins de 3 mois après le retrait des soldats français du Mali. C'est tant bien que l'opération Barkhane et Takuba ont quitté le Mali et que les autorités maliennes sont en train de prendre leurs responsabilités pour pouvoir lutter efficacement et que le bilan est élogieux. Je crois pour ma part que si l'opération Barkhane quitte le Sahel, je crois que les pays concernés vont mettre sur pied des stratégies susceptibles au regard, à partir de leurs moyens propres, proposer des solutions efficaces pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Puisqu'en réalité, la solution exogène n'a pas abouti, il faudrait une solution endogène. Dans sa mission d'endiguer la menace terroriste au Sahel, le bilan de Barkhane est peu élogieux et les doutes quant au réel type de terrorisme au Sahel planent dans l'esprit des Africains. Ce type de terrorisme, bien entendu, là, nous avons le terrorisme islamiste et bien entendu le terrorisme qui est créé par certaines puissances et même certains États à l'effet de faire pression sur d'autres États pour obtenir un certain nombre de choses. Quelle solution aujourd'hui pour les pays du Sahel, jadis épaulés par la force militaire Barkhane? La véritable solution de lutte contre le terrorisme est perceptible sur 2 pans. Le premier pan en amont, c'est notamment limiter le seuil de pauvreté en occupant les jeunes qui sont enrôlés facilement dans ce genre d'action. Et en aval, bien entendu, c'est redoter les instruments nécessaires qui peuvent permettre à ce que l'armée puisse avoir le matériel nécessaire pour pouvoir lutter à la menace qui se pose. Je crois que ces 2 solutions sont les meilleures pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. La montée du sentiment anti-français dans le Sahel et les collaborations plus étroites avec le groupe paramilitaire russe Wagner auront finalement eu raison de Barkhane. Et désormais, face à leur destin, les pays du Sahel doivent assurer la défense de leur territoire. Sur un ton souverain, mais un ton de courtoisie, la République centrafricaine semble être sur le point de rompre sa relation diplomatique avec la France. En effet, le 3 novembre 2022, le ministre des Affaires étrangères de la francophonie et des Centrafricains de l'extérieur, son Excellence Sylvie Baipo-Temon, a adressé une correspondance à la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, son Excellence Catherine Colonna. Dans ce document, le ministre centrafricain souligne en prime qu'il voudrait partager la position de son pays, la République centrafricaine, concernant le principe de Dekana, qui a été signé dans le cadre de l'accord en matière de la politique étrangère entre la RCA et la France. Sylvie Baipo-Temon précise que le 13 août 1960, il a été signé à Bangui un accord de coopération en matière de politique étrangère entre le président centrafricain David Dacko
et le secrétaire d'État aux relations avec les États de la communauté Jean Foyer, qui, selon le premier article du dit accord, le principe de décanat qui désignait de fait le haut représentant de la République française accrédité auprès du chef de l'État centrafricain avec rang et prérogatives d'ambassadeur, doyen du corps diplomatique en République centrafricaine. En retour, un haut représentant de la RCA devait être accrédité auprès du chef de l'État français, également avec rang et prérogatives d'ambassadeur. Toutefois, on devra réserver à la partie centrafricaine une place privilégiée parmi les envoyés diplomatiques accrédités à Paris. Seulement, après un temps d'observation, il a été constaté que la réciprocité qui s'applique dans les relations internationales n'a pas été appliquée et qu'au-delà de celle-ci, il est observé que les privilèges devront être accordés à la contrepartie centrafricaine non plus observée, et ceci depuis quelques décennies. Autre fait mentionné, c'est l'attitude du gouvernement centrafricain qui s'interroge sur les comportements discourtois du haut représentant de la République française, accrédité auprès du chef de l'État centrafricain. En mettant donc fin au décanat privilège diplomatique d'un haut représentant de la France auprès du président de la RCA, la République centrafricaine semble d'être en voie de s'inscrire dans l'axe de la rupture totale de tout rapport avec la France. Malgré l'approbation par le Fonds monétaire international d'un programme de financement de l'économie tchadienne à hauteur de 570 millions de dollars le 10 décembre 2021 sur 3 ans, le pays va devoir se passer de ses avoirs en raison de la réticence des créanciers à concéder un allègement en faveur du gouvernement. Ces derniers invoquent la bonne tenue des cours du brut pour suspendre toute initiative d'allègement de la dette du Tchad en ce moment du fait des recettes additionnelles que génère cette conjoncture favorable. Une attitude que le FMI goûte très peu. Il est vrai que le Tchad va bénéficier de la hausse des prix du pétrole, mais il n'y a aucune garantie que les prix du pétrole resteront élevés. Un traitement de la dette du pays qui est important pour fournir les assurances en cas de chute du prix du pétrole, indique la directrice du département Afrique du Fonds monétaire international, Catherine Patio. Pour les créanciers, le Tchad n'a pas besoin d'un allègement de sa dette pour le moment, compte tenu de la flambée des cours du pétrole qui représente environ 80% des exportations et 40% des recettes budgétaires du pays. Le comité des créanciers du Tchad, notamment le club de Paris, a précisé qu'aucun allègement de la dette de la part des créanciers bilatéraux officiels n'était actuellement nécessaire, étant donné la flambée des prix du pétrole depuis l'approbation du Fonds monétaire international d'un programme de financement de 570 millions de dollars en faveur du pays. Le Fonds monétaire international, de son côté, maintient le non-décaissement supplémentaire tant que les créanciers n'acceptent pas de faire un pas vers un allègement de la dette du pays. Fin. C'est désormais officiel. L'Algérie est sur le point d'intégrer le prestigieux groupe DBRICS. Et à cet effet, la Russie s'est félicitée le 8 novembre 2022 par la voix de l'adjoint au ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, de la volonté de la partie algérienne d'adhérer au format BRICS, qui est justement l'acronyme des 5 pays qui forment actuellement le groupe, notamment le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Devant des confrères de presse, Bogdanov s'est donc exprimé en précisant que la question de cette nouvelle adhésion est disputée dans le cadre d'un travail collectif au sein du groupe. Il a également déclaré, je cite, « Nous avons d'excellentes relations et entretenons un dialogue de confiance avec l'Algérie. » Dans son propos, il a également précisé que le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, qui avait évoqué la candidature de son pays dès le mois de juillet, pourrait donc se rendre en Russie d'ici la fin de l'année. Notons que lors d'une entrevue avec son homologue indien Subramaniam le 8 novembre 2022, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a indiqué que les pays membres des BRICS allaient discuter des critères et des principes d'élargissement du groupe avec en vue l'arrivée de nouveaux États. Il a cité parmi plus d'une douzaine de pays intéressés par la perspective d'une adhésion, dont l'Argentine et l'Iran. Lors du 14e sommet des BRICS, c'était en juin 2022,
la diplomatie chinoise avait déjà évoqué la piste d'un élargissement et avait par ailleurs mentionné, entre autres, l'Égypte et l'Indonésie. Rappelons que les BRICS plaident en faveur d'une refondation des organisations internationales comme le Conseil de sécurité de l'ONU et les organisations financières de Bretton Woods. Et selon les estimations du Fonds monétaire international, les États membres du groupe sont responsables de plus de la moitié de la croissance économique mondiale de la dernière décennie. Créé en 2009 pour appuyer les efforts des pays en voie de développement et répondre aux défis que représente le changement climatique, le Fonds vert pour le climat peine aujourd'hui à répondre aux besoins pour lesquels il a été créé. L'objectif affiché étant de ce fait la collecte de 100 milliards de dollars par an. L'un des principaux problèmes auxquels il se heurte est lié au financement et pour cause, les pays occidentaux qui avaient fait des promesses de dons tardent à concrétiser leurs accords de contribution. Le manque de transparence dans la gestion limite aujourd'hui l'accès des pays africains aux fonds pour le financement de leurs projets climatiques. Ces pays-là, ils conditionnent l'aide par la démocratie. Donc n'attendez pas ces pays-là aussi à mettre de l'argent entre les mains des leaders qui ne sont pas des démocrates. Pour l'activiste écologiste Didier Yemkwa, les Africains devraient plutôt se tourner vers des solutions endogènes. Moi je pense que l'Afrique aujourd'hui doit chercher sa voie en scrutant des solutions endogènes. Et des solutions endogènes, il y en a. En parlant de la transition énergétique, si je prends le cas du Cameroun, tous les 5 grandes régions agroécologiques du Cameroun ont chacune des réserves importantes d'énergie non renouvelable. Vous avez par exemple dans le nord, le Grand Nord, 11 heures d'ensoleillement par jour. On peut bien développer l'énergie solaire dans le Grand Nord. Vous avez dans la zone agroécologique des hautes terres de l'ouest et du nord-ouest, vous avez le vent. On peut bien développer l'énergie éolienne. Vous avez les rebuts des produits agricoles, des déchets, à partir duquel on peut bien produire de l'électricité à travers la combustion des déchets agricoles. Vous avez dans la zone côtière, vous avez la biomasse, vous avez les ordures ménagères. Pour les pays pauvres vulnérables au changement climatique, ce fonds cristallise les tensions car perçues comme la preuve de l'engagement des grands pays développés en matière de financement dans la lutte contre le changement climatique. Des milliers de jeunes ont rejoint les rangs de l'armée de la République démocratique du Congo après l'avancée des rebelles du M23 sur la ligne de front dans l'est du pays, où le gouvernement accuse le Rwanda de soutenir le groupe terroriste. Dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, plus de 2000 jeunes ont répondu à l'appel du chef de l'État pour servir sous le drapeau congolais. Dans le pays, les forces armées ont engagé mardi 2 avions de chasse contre les positions des rebelles du M23 qui se sont emparés depuis plusieurs mois de plusieurs localités du territoire de Rutshuru au nord de la ville de Goma. Les déclarations du M23 accusant, dans un communiqué rendu public, l'armée congolaise d'avoir utilisé des avions de chasse et des hélicoptères d'attaque pour bombarder des zones fortement peuplées, tuant ainsi des civils innocents, créant également des déplacements massifs des populations civiles. Les autorités congolaises et l'armée n'ont réagi aucunement à ces déclarations. Pour rappel, en fin de mois d'octobre, Kinshasa a expulsé l'ambassadeur rwandais après avoir interdit des vols de la compagnie rwandaise en mai dernier. Tranche de l'information telle que traitée par la rédaction centrale de For You Media Africa. Ce matin, nous le rappelons une fois de plus, nous parlerons de l'Algérie avec bien sûr cette volonté du président Abdelmajid Tebboune d'adhérer au marché émergent en abrégé BRICS. Clairement, la demande a donc été soumise en début de cette semaine et par la suite, la Russie a officiellement donc salué cette volonté affichée par la partie algérienne, celle de rejoindre les groupes des BRICS. Nous allons en parler dans un instant, le temps pour nous d'aller bien sûr du côté des kiosques
prendre l'essentiel de l'information également telles que traitées par certains médias en ligne, voire certains journaux parus en kiosque. Voici venu l'instant, la revue de presse. Bonjour Nguéné, bonjour également à l'ensemble des téléspectateurs de For You Media Africa. Un plaisir d'être à nouveau avec vous dans le cadre donc de la revue des grandes unes telles que traitées par les médias en ligne et les tabloïds. On ouvre avec le journal Politics Hebdo qui fait donc partie du groupe Ton Super, la sœur aînée de For You Media Africa. Politique donc Douala. Les rues porteront bientôt les noms. Une commission municipale est à pied d'œuvre. Et le cercle municipal multimédia de Bonandio a servi de cadre récemment à la tenue de la deuxième session annuelle de la commission technique permanente chargée du chantier de dénomination des places et des rues dans la ville de Douala. Toujours dans ce même journal, en pied de page dans un encart, Serge Espoir Matomba. C'est une manipulation que de vouloir faire croire aux Camerounais qu'ils ne peuvent pas voter une opposition si elle n'est pas unifiée. Propos donc soulignés par le premier secrétaire du PURS, Peuple Uni pour la Rénovation Sociale, lors d'une réception sur un plateau de télévision au Cameroun. Mali Web, titre Opération Barkhane, une fin sans gloire. Emmanuel Macron a officiellement enterré ce mercredi à Barkhane. L'opération s'achève sur un contestablement sentiment d'échec. 9 ans après le déploiement de Serval en 2013, devenu Barkhane en 2014. Emmanuel Macron a annoncé mercredi de manière officielle la fin de l'opération Barkhane au Sahel. Toujours avec Mali Web Climat, à la COP27, le Mali appelle les plus gros pollueurs à assumer leurs responsabilités. L'Égypte a accueilli du 6 au 18 novembre la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le Mali y est représenté par plusieurs délégations, y compris une délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre. Le colonel Abdoulaye Maïga a mis les pays pollueurs devant leurs responsabilités et les a appelés à tenir leurs promesses sur le climat. Conférence de presse toujours avec Mali Web, la DIRPA édifie la presse nationale sur la situation sécuritaire du Mali, conformément à son credo de tenir la population informée sur les activités de sa vaillante armée. La direction de l'information et des relations publiques des armées a organisé sa traditionnelle conférence de presse le lundi 7 novembre 2022 dans sa salle de conférence. Elle a été animée par le directeur de la DIRPA, le colonel Souleymane Dembélé, avec à ses côtés son adjoint, le colonel Mariam Sagara, le chef d'état-major du secteur de l'opération Maliko, le colonel Ibrahim Samassa. Ouagadougou au Burkina Faso revient sur le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 9 novembre 2022. Le Conseil des ministres est tenu à Ouagadougou le mercredi 9 novembre 2022 en séance ordinaire de 9h à 13h30 sous la présidence de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Ouagadougou, le site du gouvernorat enregistre plus de 1200 enrôlés VDP. Le site du gouvernorat de Ouagadougou, chargé du recrutement des volontaires pour la défense de la patrie VDP, pour le compte des 15 000 supplétifs de l'armée au niveau national, a enregistré plus de 1200 au passage donc dans la journée du mercredi 9 novembre 2022. À ce jour, donc, plus de 25 000 personnes se sont déjà enrôlées selon le Conseil des ministres qui s'est donc tenu le même jour de mercredi 9. Ouagadougou encore appel pour le rappel des militaires et policiers radiés. Dans cette lettre ouverte adressée au président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, le président de la Convergence citoyenne et panafricaine CCP-BF, Ousmane Sow, fait un plaidoyer pour le rappel sous les drapeaux des militaires policiers radiés de 2011 et des soldats détenus, certains depuis le changement anticonstitutionnel manqué de 2015 et d'autres depuis la fin d'année 2021. Sidoya vient sur la situation nationale, des changements pour jeter les bases d'une refondation de la nation. Le Centre pour la gouvernance démocratique CGD et des organisations non gouvernementales, Diaconia, NDX et PAX ont organisé un panel sur la situation nationale. C'était samedi 5 novembre 2022 à Bobo Dioulasso.
Cette fois-ci avec Abidjan.net en Côte d'Ivoire. Non-paiement du DRD, la Côte d'Ivoire et le Ghana lancent un ultimatum aux industriels du chocolat. Le Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire et le Cocoa Board de Ghana sont très remontés contre l'industrie du cacao pour le non-respect du paiement du différentiel de revenus décent DRD. Passé la date du 20 novembre 2022, le Conseil du Café Cacao et le Cocoa Board feront des recommandations à leurs gouvernements respectifs pour prendre des mesures allant jusqu'à la suspension de tous les programmes de durabilité et à l'interdiction d'accès aux plantations pour effectuer des prévisions de récolte, rapporte un communiqué consulté mercredi donc par Abidjan.net qui nous donne l'information. Toujours avec cette même plateforme, on parle d'économie, examen du budget de l'État pour l'année 2023, les dotations du ministère du Budget et du portefeuille de l'État adoptées à l'unanimité. Le ministre Moussa Sanogo a présenté mardi 8 novembre 2022 devant la commission des affaires économiques et financières KEF de l'Assemblée nationale le projet du budget 2023 du ministère du Budget et du portefeuille de l'État. À l'issue de l'exercice qui s'inscrit dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances portant au budget de l'État pour l'année 2023, tel que recommandé par la méthode de gestion par budget-programme, le progrès du budget présenté a été adopté à l'unanimité. Le ministre a indiqué que le budget global 2023 de son département ministériel s'élève à 392,83 milliards francs CFA qui intègre 140,37 milliards au titre des comptes spéciaux et 94,06 milliards au titre des dépenses communes. Ceci dit, le budget effectif des services s'élève à 158,4 milliards de francs CFA qui représente 40% du budget total du ministère et 1,4% du budget global de l'État. GuinéNews.org, le colonel Amara Camara préside le premier comité de pilotage de la MAMRI. Sur initiative du président de la transition, s'est tenu mercredi 9 novembre 2022 le comité de pilotage de la mission d'appui à la mobilisation des ressources internes MAMRI, présidé par le colonel Amara Camara, ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence de la République. Cette rencontre de réflexion et de partage d'expérience a connu la participation de nombreux membres du gouvernement, dont le ministre de l'économie, des finances et du plan, ses homologues du budget, de l'administration du territoire et de la décentralisation et des postes, des télécommunications ainsi que de l'économie numérique. GuinéNews.org encore, les biens d'Alpha Condé de 187 XO cadre sous le coup d'une saisie conservatoire. À travers un communiqué parvenu à Guinée News, le procureur général près la cour d'appel de Conakry ordonne des poursuites contre Alpha Condé et 187 autres cadres de son régime. Dans le dit communiqué, le procureur Yamoussa Conté ainsi le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum de procéder sans délai à l'interdiction de sortie du territoire des personnes concernées et de saisir leurs biens à titre conservatoire. Gabon Review présidentielle 2023. Le Gabon pas encore prêt pour l'alternance démocratique, estime Jean Delors Biyogué. À 10 mois de la prochaine élection présidentielle au Gabon, l'horizon semble s'obscurcir pour les promoteurs de l'alternance au sommet de l'État, de même que pour la population qui aspire à vivre un autre type de gestion politique du pays. Absence de réforme du système électoral, caducité du bureau du Conseil gabonais des élections CGE, autant de manquements qui, selon le politologue gabonais Jean Delors Biyogué, ne garantissent pas des conditions de transparence et de vérité des urnes. Toujours avec Gabon Review, 16 721 emplois détruits entre 2017 et 2021. Maïs Moussi vient de peindre un tableau sombre de la situation de l'emploi au Gabon entre 2017 et 2020. Dans un document publié le 7 novembre à Paris, l'analyse économique montre comment 16 721 emplois ont été détruits dans le pays sur cette période, soit 9 457 dans le secteur public et 7 264 dans le privé. Journal de Bangui.com, les parlementaires centrafricains engagés pour la lutte contre la désertification. La 27e conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui s'est ouverte depuis le 6 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte a vu la participation des députés centrafricains. La délégation des parlementaires centrafricains constitue l'honorable Évariste Ngamana, premier vice-président de l'honorable Dieudonné Marianne Diémé, quatrième vice-président, et de l'honorable Fleury Junior Pabandi, troisième, qui est
Chester a participé à marche de cette 27e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à la réunion de l'Union interparlementaire sur la lutte contre les changements climatiques. Au Cameroun, Tribune, Lions indomptables, mission Qatar. Le capitaine Vincent Aboubakar a reçu hier le drapeau national des mains du ministre directeur du cabinet civil Samuel Mvondo-Ayolo, représentant personnel du chef de l'État, a exhorté donc l'équipe à défendre valablement le Cameroun à la prochaine Coupe du Monde de football. C'était au stade Amadou Ahidjo avant le match amical d'adieu contre la Jamaïque, à l'issue duquel le manager sélectionneur national a dévoilé la liste des 26 joueurs retenus pour le Qatar. Le quotidien Le Jour titre Manaouda Malachi, le ministre de la Santé, commence la campagne de 2025. Paul Biya est notre candidat pour 2025. Le ministre de la Santé publique donc fait le bilan des 40 ans de Paul Biya à la tête du Cameroun. Ça commence sur les chapeaux de roue. Mutation, titre Douala sur courant alternatif. La capitale économique vit au rythme de délestage sévère depuis plusieurs semaines. L'impact sur les ménages et les industries dans les colonnes du journal. Et puis nous sortons avec un aspect économique, le quotidien L'économie, titre réalisation de nouveaux projets, le port autonome de Douala en quête d'investisseurs. Ce qui ressort d'un appel public international à manifestation d'intérêt lancé le 2 novembre 2022 par Cyrus Ngo, directeur général de cette entreprise. Et puis pour sortir, régime préférentiel CEMAC en Ankara, 232 nouveaux produits camerounais à griller. Voilà ce que nous avions à proposer à nos amis téléspectateurs comme quintessence de la presse numérique et tabloïde. Merci à vous, Nora. On rappelle bien sûr que vous serez des nôtres tout à l'heure à partir de 9h30 dans le cadre de votre avis compte. Oui, nous allons revenir sur la grande information donc du départ de l'armée française officiellement. Barkhane donc quitte le Sahel. Nous allons tenter de nous interroger avec bien sûr nos intervenants si ce n'est pas un aveu d'échec que vient donc de confesser de façon officielle la France à travers son chef de l'État. L'aveu d'échec donc de l'opération militaire Barkhane qui s'en va. L'annonce a été faite par le président français en déplacement du côté de Toulon. C'était hier. Barkhane s'en va, mais pour quel bilan aujourd'hui? Mais surtout, quelles sont les alternatives qui s'offrent clairement au pays du Sahel? Tentative de réponse à suivre dans le cadre bien sûr de votre avis compte. Le rendez-vous il est pris. Il sera pour 9h30. Et réservé bien sûr au groupe BRICS ce matin, avec cette volonté affichée donc clairement par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier a donc officiellement soumis la candidature de son pays afin d'adhérer à ce bloc de marché émergent, un bloc de marché aujourd'hui constitué entre autres de 5 pays, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. L'Algérie a-t-elle les moyens de sa politique? Est-ce qu'aujourd'hui clairement le pays pourrait répondre aux contraintes, voire aux exigences économiques d'ailleurs du groupe des BRICS ce matin? Nous sommes là pour en parler et tenter bien sûr de définitivement donc planter le décor de cette thématique. Je voulais présenter en attendant bien sûr d'être rejoint plus tard par d'autres invités dans le cadre de cette émission de For You Matin. Il s'agit bien sûr de Monsieur Dame qui nous accompagne déjà depuis le début de ce programme. Alors l'information Monsieur Dame a été officialisée en début de semaine. L'Algérie a donc officiellement fait acte de candidature pour adhérer aux BRICS. De votre regard de politologue, quelle est l'appréciation que vous faites d'entrée de cette volonté affichée par la partie algérienne, celle d'intégrer ce grand bloc-là, le bloc aujourd'hui qui voudrait se poser comme contrepoids au G7? Non, bien évidemment, je crois que c'est une annonce qui était prévisible. Au regard du fait qu'on constate bien évidemment, je vous en prie, on constate véritablement un degré de coopération élevé entre les pays des BRICS, notamment la Russie avec l'Algérie. Et je crois qu'en Algérie, en termes d'échange, la Russie est le premier partenaire économique avec l'Algérie. Et les deux sur le plan militaire coopèrent avec beaucoup d'aisance. Je crois que c'est tous les éléments-là qui peuvent contribuer à ce que, pourquoi ne pas intégrer cette organisation qui en réalité est en train de faire le poids contre les États-Unis et les autres alliés des États-Unis
puisqu'en réalité, la question de l'unipolarisation, qui en réalité se pose avec acuité, pose problème. Et que les BRICS, autant pour moi, sur la houlette de la Russie, de la Chine, veulent peser de leur pouvoir à l'effet de faire de leur échiquier, en fait, de faire peser de leur poids pour que les données puissent changer sur le terrain. Afin que, notamment, qu'il y ait l'émergence d'autres acteurs qui peuvent avoir leur mot sur la scène internationale. Voilà pourquoi vous verrez que l'Algérie, aux côtés des autres pays, parce que l'Algérie n'est pas le seul pays qui ambitionne intégrer les BRICS. On a également les pays tels que l'Argentine. Effectivement. Nous avons les pays tels que le Nigeria et bien d'autres pays africains qui veulent intégrer notamment les BRICS pour qu'en réalité, la manière dont la coopération se donne à voir parmi entre ces États augure un lendemain meilleur dans la mesure où il y a un certain nombre de respect entre les partenaires, il y a cette forme d'échange, il y a cette forme de collaboration sereine et saine entre ces partenaires pour pouvoir permettre à ce que les pays émergents ou encore en voie d'émergence puissent avoir les coudées franches pour pouvoir atteindre leurs politiques qui se sont préalablement définies. Mais est-ce que la coopération, M. Dam, à elle seule suffit? Il y a un certain nombre d'exigences également qu'il faudrait notamment remplir, ces exigences auxquelles il faut répondre favorablement. Aujourd'hui, on parle notamment des exigences en termes économiques. Aujourd'hui, quand on parle surtout du groupe des BRICS, on voit le Brésil, on voit l'Inde, on voit la Chine, on voit l'Afrique du Sud. Quel peut bien être aujourd'hui l'apport de ce groupe vis-à-vis de la partie algérienne? L'apport est significatif. Je tiens à rappeler que les BRICS, en termes de PIB mondial, représentent 25%. 25% du produit intérieur brut mondial et 10% du marché international. Je crois que ce sont des indicateurs qui rassurent que ce sont des partenaires, c'est désormais des partenaires sérieux qui peuvent également permettre à ce que les pays qui sont en voie d'émergence ou encore qui veulent marquer un pas significatif dans le processus de développement ne peuvent qu'avoir ces partenaires comme des partenaires sérieux. Je crois qu'entre autres, ce sont des indicateurs qui attestent que la Russie, la Chine notamment et l'ensemble des pays qui constituent les BRICS sont désormais des partenaires sérieux, puisqu'en réalité, du point de vue technologique, vous êtes sans ignorer de la place de choix que la Chine occupe désormais dans l'échiquier mondial. Et du point de vue de l'armée, de l'armement et même de la diplomatie offensive, vous êtes sans ignorer que la Russie aujourd'hui occupe une place de choix sur le plan mondial. Je crois que les éléments qui peuvent garantir et susciter l'adhésion de l'Algérie au sein de cette organisation sont à la fois des raisons, tant du point de vue qui se justifient sur le plan économique et sur le plan militaire. Et sur le plan militaire, vous verrez que l'Algérie a une coopération très poussée avec la Russie sur le plan militaire. Vous verrez par exemple que le Cameroun vient de signer un accord militaire avec l'Algérie. Et vous connaissez très bien le lien qui lie à la fois la Russie et l'Algérie, et la Russie et le Cameroun. Je crois que c'est un triangle qui reconforte l'idée selon laquelle l'Algérie est plus que jamais décidée de coopérer avec la Russie. Et un autre point, c'est que il y a un élément qui est important à soulever, notamment la diplomatie, la guerre froide qui se joue entre certains pays, notamment entre l'Algérie et le Maroc. Vous êtes sans ignorer qu'il y a l'atmosphère n'est pas propice entre ces deux pays. L'un, notamment le Maroc qui est soutenu par les États-Unis d'Amérique et ses alliés, et la Russie qui est, et l'Algérie qui est soutenue par la Russie, la Chine et les autres pays membres du BRICS. C'est un rapport de force qui se joue et il faut donc un partenaire sérieux sur qui on peut s'appuyer pour affirmer son autorité au niveau de la sous-région de l'Afrique du Nord. Et je constate que l'Algérie et l'Égypte également, qui manifeste aussi son intention d'adhérer dans les BRICS. Je crois que les BRICS se positionnent aujourd'hui comme des partenaires, une organisation sérieuse, susceptible de permettre à ce que les pays autres que européennes puissent avoir les coudées franches et les marges de manœuvre nécessaires pour pouvoir peser de leur poids afin de voir leur développement atteindre un niveau qu'ils souhaiteraient en avoir. Voilà pourquoi et le Nigeria souhaite également intégrer l'organisation et l'Égypte souhaite intégrer et l'Algérie. Donc je crois que ces indicateurs, ces éléments nous amènent à croire que, au regard du comportement des acteurs qui constituent les BRICS,
notamment la Russie, la Chine, ils se positionnent comme la tête de la locomotive de l'émergence et même de la puissance militaire mondiale. Vu dans cet angle-là, ils se positionnent désormais comme des partenaires sérieux sur qui certains pays peuvent s'appuyer à l'effet de voir leur processus de développement être enclenché. Monsieur Dab, vous avez parlé de ces pays-là aujourd'hui qui souhaiteraient également adhérer. Vous avez cité les cas de l'Argentine, vous avez cité entre autres le Nigeria également dans ce lot. Mais il est clair aujourd'hui que pour intégrer les BRICS, il y a des contraintes économiques qu'il faut remplir. Et aujourd'hui, cette volonté affichée, ou du moins cette demande d'adhésion introduite par l'Algérie auprès bien sûr des BRICS, suscite quand même quelques doutes au sein de l'opinion, et voire certains observateurs sont en train de critiquer cette volonté affichée par la partie algérienne en remettant en cause sa capacité à pouvoir répondre favorablement aux exigences économiques des groupes des BRICS. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui ces doutes qui sont clairement affichés jusqu'ici? Ces doutes ne sont pas justifiés parce qu'ils n'apportent aucun élément concret pour justifier ces doutes-là. Je crois que ce qui importe, l'un des éléments importants encore, le critère par excellence qui sollicite, qui peuvent justifier l'adhésion au sein de cette organisation, c'est bien évidemment avoir l'accord de ceux-là qui sont déjà au sein de cette organisation. Et je crois pour ma part que le crédit qu'on peut accorder à l'Algérie, c'est que quand même l'Algérie au niveau de l'Afrique du Nord est quand même un pays qui n'occupe pas une place négligeable. Je crois que l'Algérie occupe une place de choix au sein de l'organisation, notamment de l'Afrique du Nord. Vu dans cet angle-là, il est important d'ajouter à cela que l'un des éléments qui peut justifier cela, leur entrée au sein du BRICS, c'est que à partir du moment où ils gagnent la confiance, bien entendu, de la Russie, de la Chine, vous constaterez que son adhésion ne sera pas aussi compliquée que ça. Voilà pourquoi la Russie est en train de saluer cette initiative. Ça veut dire que si la Russie salue déjà l'initiative, aujourd'hui, il y a des chances que la candidature de l'Algérie soit validée? Puisqu'il y a une question de parrainage qui se joue. Vous voyez par exemple que celui qui porte le dossier de l'Argentine et qui négocie pour que l'Argentine intègre, c'est notamment la Chine. La Chine, donc je crois que ça ne se passe pas sous forme de parrainage. Lorsque vous avez le soutien d'un État qui est déjà membre de l'organisation, il peut donc apporter des éléments justificatifs de votre adhésion au sein de l'organisation. Votre candidature. Je crois que les raisons peuvent être officielles, tout comme elles peuvent être davantage officieuses. Je crois pour ma part, à partir du moment où la Russie a fait une déclaration officielle en soutenant cette volonté d'entrer dans les BRICS, c'est largement suffisant pour pouvoir justifier que l'Algérie est un partenaire crédible, tant sur le plan économique et sur d'autres aspects, pour qu'en réalité, ils puissent intégrer l'organisation. Et de sur quoi encore, ne perdons pas de vue que du point de vue du gaz, l'Algérie dispose d'un gaz nécessaire. Vous verrez par exemple... Il avait une partie de l'Europe. Voilà, vous verrez par exemple que lorsque la Russie est en train de fermer le gaz à l'Europe, ils ont fait un déplacement au niveau de l'Algérie à l'effet de négocier un contrat pour que l'Algérie puisse davantage écouler leur gaz de ce côté-là. Je crois que c'est aussi un indicateur qui démontre que l'Algérie est un partenaire sérieux qui peut peser de son poids et jouer un rôle important pour l'émergence véritable et la concrétisation et même l'efficacité même de cette organisation qui n'est autre que les BRICS. Merci beaucoup, monsieur. D'abord, en cas de validation donc, de la candidature de l'Algérie, nous aurons deux pays africains au sein des BRICS, c'est-à-dire l'Afrique du Sud et l'Algérie. De votre regard aujourd'hui, n'est-ce pas également, monsieur, un indicateur fort quant à la trajectoire que prennent désormais les économies africaines? Et au-delà de cela, c'est une image très positive qui démontre que les BRICS ne sont pas ceux-là qui prennent en otage l'économie mondiale et font dans la politique d'exclusion. Contrairement aux États-Unis et les autres pays alliés aux États-Unis qui en réalité n'accordent pas une place de choix à l'Afrique, qui ne considèrent pas l'Afrique et qui travaillent plutôt à clochardiser l'Afrique. Et lorsque vous verrez donc que l'Afrique du Sud est déjà membre de cette organisation et que un autre pays africain est en voie d'intégrer l'organisation et d'autres pays africains se manifestent encore, notamment le Nigeria et l'Égypte, cela est un élément de plus qui démontre que la Russie et la Chine ne sont pas des partenaires qui en réalité veulent opprimer, servir les autres pour tout ça, en fait, qui veulent se servir au détriment des autres. Mieux encore, ils veulent une approche inclusive pour que les uns et les autres puissent avoir leur place et qu'ils puissent non seulement
avoir des partenaires sérieux pour pouvoir permettre le développement, mais démontrer qu'ils travaillent avec tout le monde parce qu'ils veulent le développement de tout le monde. Voilà pourquoi ils tendent la main à l'Afrique et considèrent les Africains et respectent l'Afrique. Voilà pourquoi ce respect est davantage visible à travers cette sortie de la diplomatie russe qui démontre que ils sont d'accord, ils sont contents de cette déclaration faite par les autorités algériennes. Je crois qu'au-delà de cela, c'est un signe de respect vis-à-vis des pays africains. Et je crois que davantage, lorsque cette décision sera prise, sera entérinée, vous allez constater que les BRICS vont encore avoir une percée en Afrique. Pourquoi? Parce que cela va démontrer qu'ils se positionnent désormais comme des partenaires sérieux qui ne font pas dans la discrimination, encore moins dans une politique sélective en mettant l'Afrique en back-office, mais ils considèrent l'Afrique comme un continent respectueux et veulent travailler avec ceux-là qui sont respectueux. Voilà pourquoi l'adhésion de l'Algérie sera plutôt un coup de plus qui va donc crédibiliser et justifier l'attitude responsable des autorités russes et chinoises. Pour l'instant, ils sont 5 ces pays qui composent bien sûr ce grand groupe des BRICS, entre autres la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, en attendant bien sûr que la candidature de l'Algérie soit validée, éventuellement pouvoir donc avoir un deuxième pays africain dans ce groupe-là. Mais quel est le poids aujourd'hui sur la scène internationale? On parle quand même d'un groupe aujourd'hui qui se positionne comme une sorte de contrepoids vis-à-vis des pays qui se regroupent très généralement au sein du G7. Quel est, selon vous, monsieur Ndama, le poids de ce groupe sur le chéquier international aujourd'hui? Le poids est davantage visible. Lorsque vous voyez comment la géopolitique mondiale, la scène internationale se reconfigure avec la percée, notamment de la Russie, vous conviendrez avec moi que ce qui se joue en Ukraine est un indicateur fort qui atteste que les G7, les G5, en réalité, sont des puissances qui sont dans l'incapacité de faire asseoir leur puissance désormais. Pourquoi? Parce que par le passé, les discours ont été entretenus en faisant de ces organisations comme les incontournables et même les indispensables. Et lorsque la Russie, elle seule, parvient à tenir tête et à faire chanter ces puissances-là, vous conviendrez avec moi que les données ont changé sur la scène internationale. Les BRICS sont désormais un groupe sérieux, un groupe serein, un groupe qui a brisé la barrière de l'unipolarisation du monde pour pouvoir ouvrir le flanc à la bipolarisation, voire même à la multipolarisation. Je crois qu'il ne souffre nul de point de doute que la Russie et les BRICS sont désormais une organisation sérieuse qui fait peur, notamment à ces organisations anciennes, notamment les G5 et les G7, qui en réalité se faisaient la part belle en dictant leur orientation dans le monde entier. Je crois que la guerre, le conflit russo-ukrainien a sonné le glas d'une hyperpuissance qui en réalité n'était plus efficace pour justifier leur position dans l'échiquier mondial. Aujourd'hui, les vrais puissants sont désormais connus, c'est la Russie, c'est la Chine et la Suisse. Mais le fait aujourd'hui pour l'Algérie d'intégrer de vouloir intégrer ce groupe des BRICS, ce n'est pas également une façon aujourd'hui de signifier clairement sa position vis-à-vis du conflit russo-ukrainien, quand on sait qu'au sein des BRICS, quand même aujourd'hui, on retrouve des alliés de poids de Vladimir Poutine. On prend le président chinois qui est bien sûr aujourd'hui qualifié comme on va le dire comme ça, un allié de poids qui est là, M. Xi Jinping. On prend l'Afrique du Sud qui jusqu'ici officiellement se positionne comme un pays neutre, mais se retrouve quand même au sein des BRICS. Est-ce que le fait pour l'Algérie d'intégrer ce groupe aujourd'hui n'est pas également un indicateur sur son véritable positionnement vis-à-vis du conflit russo-ukrainien? Je crois que c'est encore un coup. Un coup terrible que les membres du G5 et du G7 sont en train de recevoir, dans la mesure où vous verrez donc à travers les actes, ces pays-là sont en train d'opérer leur choix. Ils sont en train d'opérer leur choix, ils ne bavardent pas. Je crois que le fait de vouloir intégrer les BRICS veut tout dire. Ça veut dire qu'ils ont opéré leur choix. Leur choix, c'est la Russie, la Chine et les autres. Je crois que c'est un indicateur fort qui atteste que l'Afrique n'est plus un continent des suiveurs. L'Afrique prend ses décisions. Je crois que ces pays-là, notamment l'Algérie,
La décision que vient de prendre l'Algérie est un indicateur très fort qui atteste qu'il a opéré son choix, et le choix n'est autre que la Russie et les autres. Le choix n'est autre que la Russie et les autres, mais un regard critique ne pourrait pas être porté sur cette volonté aujourd'hui où, on le sait clairement, la Russie enquête aujourd'hui de certains partenaires. Est-ce que le fait de vouloir à tout prix rechercher des partenaires ne pourrait pas remettre en cause la sincérité même je veux dire quoi, de cette coopération au sein des BRICS aujourd'hui, quand on regarde la situation que traverse particulièrement la Russie? C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que sur la scène internationale, c'est une question de diplomatie, c'est une question de négociation, c'est une question d'expression de la volonté de puissance, c'est une question de ratisser l'âge. Et fort de cela, il est important qu'on puisse monter d'un cran dans notre diplomatie, parce que lorsqu'on obtient ce genre de trophée, c'est un coup fort et un coup positif dans la diplomatie. Cela atteste que la diplomatie russe se porte très bien. La diplomatie telle qu'engagée par les BRICS se porte très bien parce qu'ils mènent une politique de séduction qui parvient à convaincre notamment des pays à adhérer à cette organisation-là. Je crois que c'est plutôt un indicateur positif qui atteste que les BRICS se portent plutôt bien et les BRICS sont désormais une organisation qui fait peur et désormais une organisation crédible sur la scène internationale, et que les pays qui veulent émerger, les pays qui veulent se développer n'ont pas de choix. Le seul choix crédible, c'est le BRICS. Le seul choix crédible. Les BRICS, selon bien sûr les propos de M. Dab, nous suivons de près cette actualité avec bien sûr la candidature qui a donc officiellement été soumise au groupe des BRICS. C'était en début de cette semaine. La volonté a été clairement affichée par le président algérien, son excellence M. Abdelmajid Tebboune, qui voudrait plus que jamais donc rejoindre ce groupe-là. Une décision saluée par Moscou, qui se positionne également comme le parrain de cette candidature. En cas de validation de la candidature algérienne, il faut dire que le continent africain aura donc 2 représentants au sein de BRICS. Une bonne nouvelle, vous l'avez suivi selon bien sûr les analyses de M. Dam. Prenons cette fois la sortie de M. Macron. Il a prononcé un discours hier en direct de Toulon où il a clairement donc signifié la fin de l'opération militaire Barkhane au Sahel. Il est revenu sur ce sujet qui, bien sûr, préoccupe plus d'un aujourd'hui. Il a parlé de la fin de l'opération Barkhane, mais il a quand même relevé que, clairement, la fin de l'opération militaire Barkhane ne signifie pas la fin de la présence militaire française sur le continent en général, mais surtout dans le Sahel en particulier. Notre engagement aux côtés de nos partenaires en Afrique doit désormais être centré sur une logique de coopération et d'appui à leurs armées. Cela doit se traduire par un dispositif plus léger et plus intégré avec elles. C'est pourquoi nous lancerons dans les prochains jours une phase d'échange avec nos partenaires africains, nos alliés et les organisations régionales pour faire évoluer ensemble le statut, le format et les missions des actuelles bases militaires françaises au Sahel et en Afrique de l'Ouest, afin de bâtir avec les intéressés une organisation et des instruments commun et partagé de soutien aux armées de la région. Cette stratégie sera finalisée d'ici 6 mois, après les concertations, l'association étroite et intime que nous souhaitons conduire. C'est indispensable et c'est une des conséquences que nous tirons de ce que nous avons vécu ces dernières années dans toute la région du Sahel. De même, nos interventions doivent être mieux bornées dans le temps. Et ce, dès le début. Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, en concertation avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. Notre soutien militaire aux pays africains de la région se poursuivra, mais selon les nouveaux principes que nous avons définis avec eux. Il se déclinera à l'échelle de chaque pays selon les besoins qui seront exprimés par nos partenaires, équipement, formation, partenariat opérationnel, accompagnement dans la durée et intimité stratégique. Il viendra aussi, et oserais-je dire surtout, en soutien des efforts civils déployés par les autorités africaines pour répondre aux tensions communautaires, aux vulnérabilités sociales et économiques que tentent d'exploiter les groupes terroristes. La fin d'une histoire qui aura donc au final duré 9 ans sur le continent africain.
La force militaire française Barkhane, déployée sur le continent depuis 2013, a donc officiellement plié bagage au terme de nombreuses critiques, au terme également de nombreuses revendications, car sur le terrain, il était clairement, on va le dire comme ça, relevé que cette force-là, au lieu bien sûr de se situer comme un contrepoids pour le terrorisme, clairement Barkhane a brillé par ses absences et le terrorisme est allé grandissant, notamment dans le Sahel. C'est également, on va le dire, un indicateur fort, puisqu'il y a quelques mois de cela, c'était le Mali qui avait donc officiellement également rompu les accords militaires avec la France. Aujourd'hui donc la fin, monsieur, dame, d'une histoire qui aura duré 9 ans. Est-ce que c'était prévisible aujourd'hui le fait pour Emmanuel Macron d'officialiser le départ de Barkhane du Sahel? Je crois que c'était prévisible. Tous les indicateurs étaient réunis pour que nous puissions arriver à cela. Si cela a retardé, c'est peut-être parce qu'ils trouvaient de chercher des voies et moyens pour pouvoir y rester. Mais nous constatons tous que l'efficacité en réalité de Barkhane, l'opération Barkhane sur le terrain n'a pas été efficace. Le terrorisme n'a jamais reculé. Mieux encore, les foyers de tension du terrorisme se sont vus naître davantage. Et j'estime pour ma part que il était important que la France puisse prendre cette décision, que je qualifie de décision responsable. Mais là où ça coince, c'est qu'ils disent que l'opération va s'arrêter, mais quand même la France va y rester. On se pose la question sur quelle manière la France va rester. Est-ce en apportant leur adhésion sur le plan de la solidarité sur la scène internationale? Je ne pense pas. Est-ce peut-être en dotant ces militaires ou encore ces armées républicaines avec le matériel de guerre adéquat? Je ne pense pas. Mais ce qui importe, c'est qu'il est important tout simplement que la France puisse prendre ses responsabilités en quittant tout simplement et en laissant les pays concernés à trouver des solutions. Trouver des solutions pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Mais est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec aujourd'hui de la part de la partie française? Nous le savons, dans plusieurs pays, la présence de Barkhane était de plus en plus critiquée. Au Mali, au Burkina Faso, presque tous les pays du Sahel remettaient en permanence en cause la présence militaire française. Barkhane, de ce côté, est-ce que le fait aujourd'hui d'officialiser le départ de Barkhane du Sahel, et bien sûr, n'est pas une sorte d'aveu d'échec? Je l'ai dit dans l'entame de mon propos que c'était un aveu d'échec. Si on constate notamment l'attitude des pays tels que le Mali, le Burkina Faso, qui en réalité clament avec une haute et intelligible voix le départ de ces bases militaires-là chez eux. Je crois que le Mali a obtenu une gain de cause parce que ces bases militaires françaises n'existaient plus. Et le Burkina Faso s'était inscrit dans la même danse en demandant officiellement le départ de ces bases militaires. Et je crois que le seul pays qui a accepté de les acquérir, ce n'est que le Niger. Et je crois que tout ceci a contribué à mettre la pression sur la France. Eu égard, c'est que sur le terrain, le bilan n'est pas positif. Il était important qu'il tire les conclusions afin de prendre responsabilité. Mais quoi qu'il en soit, ils le savent et les faits sont têtus. L'opération Barkhane, Takuba et toutes les autres opérations mises sur pied par la France n'a pas abouti. Ça a été un aveu d'échec. On se pose la question, mais pourquoi Barkhane n'a pas réussi en 9 ans quand même à obtenir des résultats probants sur le terrain, monsieur, dame? Est-ce que l'environnement n'était pas propice pour qu'on puisse engranger ces résultats? Ou alors, je ne sais pas trop, les raisons qu'on pourrait aujourd'hui avancer sur la présence, ou du moins sur l'échec de la présence militaire Barkhane depuis 2013. 9 ans se sont écoulés. Oui, et là, c'est là où il faudrait qu'on puisse, aborder la chose avec beaucoup de recul. Si l'on s'en tient du fait que la France est une puissance militaire et que la France est dotée des instruments, des technologies de la dernière génération, et que les terroristes en réalité n'étaient pas dotés bien entendu de ces armes-là, vous avez constaté que la position des terroristes a parfois été localisée, mais lorsque l'armée ordinaire et républicaine se déployait sur le terrain, du coup, ces terroristes avaient l'information. Donc, on a quand même douté de la sincérité de la France. On a quand même douté de la coopération sincère entre la France et certains pays, et ces pays concernés par la lutte contre le terrorisme. Et du coup, on s'est dit, mais tiens, est-ce que la présence de l'armée française n'était pas
un élément de plus qui nourrissait et sécrétait même le terrorisme. Puisqu'en réalité, leur présence n'a jamais lutté efficacement contre le terrorisme. Ils n'ont jamais eu un coup d'éclat véritable quant à endiguer véritablement le terrorisme. Or, ils sont dotés des instruments militaires nécessaires et des personnes qualifiées pour pouvoir le faire. On se pose la question, est-ce que la présence française n'était pas plutôt une occasion de nourrir davantage l'existence du terrorisme, puisqu'en réalité, certains terroristes étaient attrapés avec le matériel de guerre venant des pays que nous connaissons tous. Et je crois que la présence de l'armée française ou encore de l'opération Barkhane Takuba et les autres opérations militaires a plutôt contribué à nourrir et à entretenir le terrorisme qu'au lieu de combattre et de lutter contre le terrorisme. C'est ce qu'a dénoncé le Mali très récemment au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU en demandant une réunion d'urgence afin de soumettre les preuves dont il dispose afin de prouver que la France, ou du moins ses opérations déployées généralement sur le continent, entretiennent ce terrorisme au lieu de lutter contre. Et vous constatez que le terrorisme en réalité est une fabrication pour d'aucuns, dans la perspective non seulement de maintenir ces pays-là, qui sont naturellement riches en termes de ressources naturelles, pour maintenir ces pays-là dans un désordre, afin de piller les ressources naturelles de ces pays-là. Et vous êtes sans ignorer que certains pays africains, on a quand même vu certains clichés, certaines images, où ceux qui étaient censés lutter contre le terrorisme, on les voyait plutôt dans les mines d'or, en train de creuser, on les voyait plutôt en train de charger les ressources naturelles de ces pays-là pour pouvoir les envoyer dans leurs pays respectifs. Pour vous dire qu'en réalité que le terrorisme était davantage perçu comme une fabrication dans la perspective d'attirer les attentions des pays concernés uniquement dans la lutte contre le terrorisme, et que ces pays-là ne puissent pas non seulement avoir les coudées franches pour pouvoir proposer des politiques publiques susceptibles de sortir le pays du sous-développement, mais bien évidemment était plutôt une occasion d'enfoncer ces pays en pillant leurs ressources. Et je crois que c'est l'analyse froide que l'on peut opérer, puisqu'en réalité, toutes ces opérations n'ont pas abouti, toutes ces opérations n'ont pas endigué le phénomène du terrorisme. Pourtant, ce pays-là est doté des instruments de guerre nécessaires pour pouvoir terroriser ces terroristes-là aussi, à travers l'approche aérienne, terrestre et même maritime. Malheureusement, c'était plutôt l'effet inverse. Et c'est là où on peut quand même dire que la présence de ces opérations militaires était sans objet. Il y avait d'autres enjeux derrière. Oui, la présence de ces bases militaires françaises n'avait pas l'objet officiel qui était notamment celui de lutter contre le terrorisme, n'était pas seulement ça sur le plan officieux, parce que sur le plan officieux, c'était autre chose que la lutte contre le terrorisme. Mais cela remet en cause également au grand jour une autre problématique autour de ces forces généralement qualifiées d'interposition, ou du moins celles qui sont déployées pour éradiquer ou alors barrer la voie au terrorisme sur le continent aujourd'hui. Le départ de Barkhane ne peut-il pas également être considéré comme, on va le dire comme ça, une perte quand même de confiance vis-à-vis des armées françaises sur le continent, vis-à-vis de l'image, c'est-à-dire le reflet. Jusqu'ici, sur le plan sécuritaire, la France était quand même le premier partenaire des pays africains. Mais le fait pour Barkhane d'avoir échoué, ne peut-il pas jouer concrètement dans la suite de ces accords, dans la suite de ce partenariat militaire sur le continent? Ça se joue déjà. Ça se joue déjà. Et je crois que quelques pays africains s'inscrivent déjà dans cette logique-là. Si on prend le cas du Mali, en réalité, la France a perdu la main. Si on voit le cas du Burkina Faso, la France a perdu la main. Si on voit peut-être aussi le cas du Cameroun, sur le plan militaire, en réalité, la France ne coupe plus véritablement la première place de choix en termes de coopération militaire. C'est là, tous ces exemples-là nous réconfortent dans l'idée selon laquelle la France est en train de perdre sa place. Et aussi, en République centrafricaine, la France n'a perdu la main parce que l'armée centrafricaine est entretenue bien entendu par la Russie. Et je crois que la France perd la place et la Russie occupe cette place-là. Cela démontre à suffisance que cette France paternaliste, ce messianisme français qui attestait que la France était notre maître et que c'était la France qui avait la solution magique pour pouvoir permettre à ce que les pays africains puissent avoir une stabilité véritable, mais que non,
Les faits nous ont démontré plutôt que cette France-là ne jouait pas franc jeu. Et aujourd'hui, les pays africains sont davantage conscients et prennent leurs responsabilités. Et ces responsabilités sont davantage concrétisées à travers les nouvelles coopérations avec les pays tels que la Chine et la Russie. La Chine et la Russie qui se sont donc clairement... Et même la Turquie. Et voir la Turquie clairement qui se positionne sur le continent comme étant bien sûr des partenaires aujourd'hui qui veulent peut-être ravir cette place à la France. Mais intéressons-nous au propos du président français parce qu'il acte, il officialise pratiquement le départ de la force militaire Barkhane, mais il signifie également au passage que la fin de Barkhane dans le Sahel ne signifie pas forcément la fin de la présence militaire française dans le Sahel. Alors, Emmanuel Macron a parlé officiellement donc d'une réorientation, voire un changement de stratégie basé désormais sur une coopération qui participerait, monsieur Ndama, à réduire la présence française, c'est-à-dire à la rendre moins visible qu'auparavant, c'est-à-dire elle ne sera plus au devant de la scène, ces armées, elles ne seront plus au devant de la scène, ces armées françaises, mais plutôt elles seront moins visibles avec un apport sur d'autres aspects en termes d'équipement. La France va donc désormais œuvrer dans ce sens-là, offrir des équipements à ces pays qui voudront bien poursuivre la coopération avec la France et également en termes de formation. Est-ce que ce n'est pas également par cette façon de voir les choses aujourd'hui, cette façon de vouloir à nouveau coopérer ne cache pas autre chose, les nouvelles intentions? Quelles sont concrètement les nouvelles intentions de la France vis-à-vis de cette nouvelle forme de coopération que veut instaurer aujourd'hui l'Élysée? Cela démontre tout simplement que la France ne veut pas partir. La France veut rester. Elle veut rester parce qu'elle trouve son intérêt. Et je crois que la solution que le président français propose aujourd'hui devait être la solution qui va être proposée par le passé. C'est-à-dire rester en back-office et laisser les coudées franches et les marges de manœuvre nécessaires aux armées républicaines de ces pays concernés à lutter par eux-mêmes contre le terrorisme. Et la France avait trouvé nécessaire d'aller au front, mais on a constaté que ce travail de terrain qui a été opté par la France n'a pas produit ses fruits. Et parce qu'elle n'a pas produit ses fruits, ça veut dire qu'il y a eu une mauvaise stratégie qui a été adoptée. Et aujourd'hui, si la France estime qu'elle va rester en back-office et assister, bien entendu, les pays concernés en termes de matériel de guerre sophistiqué, et peut-être sur d'autres plans, peut-être sur le plan financier, on estime tout simplement que cette coopération sera sincère. Parce que ce que l'on craint, et ce que l'on craint véritablement, c'est une coopération sincère, c'est une coopération qui ne sera pas voilée à travers le dupe. Et je constate que les pays concernés, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Niger et bien d'autres pays concernés notamment, sont davantage conscients des vrais enjeux. Pourquoi? Parce que la population qui est en péril, c'est la population qui est en train de subir. Parce que la population ne peut plus continuer à subir comme ça, il est important que ces pays-là prennent leurs responsabilités. S'ils estiment que c'est nécessaire de coopérer davantage avec la France, ça leur dépend. Ou encore, ils sont responsables, ils sont mieux placés pour pouvoir juger la nécessité de coopérer davantage avec la France. Mais s'ils estiment que la France n'est plus ce partenaire-là qu'il faut pour ce challenge, pour ce nouveau challenge, qui est la lutte véritable contre le terrorisme, j'estime pour ma part que ces pays sont davantage conscients, ils sont très responsables pour pouvoir choisir et déterminer qui est valable pour lutter davantage contre le terrorisme de manière efficace. Mais à long terme, est-ce que la nouvelle stratégie de Paris pourrait porter des fruits, c'est-à-dire cette stratégie qui vise à être moins visible, à développer d'autres aspects de la coopération, tels la fourniture en équipement, voire en formation? Est-ce que dans le long terme, cette coopération-là, ou du moins sur le long terme, cette coopération pourrait porter véritablement ses fruits? Je crois que... au regard du passé, quand même, qui n'est pas assez reluisant. C'est une sortie progressive. Pourquoi? Parce que la France ne pouvait pas dire que nous quittons l'Afrique tout comme ça. Je crois qu'ils savent que c'est fini. Ils savent que c'est en train de finir déjà. Et peut-être... C'est pourquoi vous parlez de sortie progressive. Oui, je peux inscrire cela sur inscrire le discours de M. le Président sur le prisme d'un langage diplomatique. Ça veut dire qu'il veut quand même atténuer la gravité de la situation. Parce que dire que la France est quittée totalement, c'est un aveu d'échec total et une honte. Il a dit tout simplement que sur le plan militaire, la France va quitter, mais reste
elle va toujours rester pour coopérer avec ces pays-là. Maintenant, la question, c'est de savoir, ces pays-là vont-ils toujours accepter de coopérer avec la France à ce niveau-là? Ça, c'est la question que l'on doit se poser. La question qu'on se pose aujourd'hui, ces pays vont-ils poursuivre la coopération avec la France? En tout cas, un fait, il est clair, Barkhane est donc parti. Alors, on se pose également la question de savoir quelles sont aujourd'hui les alternatives qui s'offrent clairement aux pays du Sahel. Il faut le dire, il y a néanmoins un vide qui est laissé, même si sur le plan purement sur le terrain, les résultats n'ont pas suivi, mais le départ de Barkhane laisse quand même un vide aujourd'hui, un vide que forcément il faudra combler. Alors, quelles sont aujourd'hui, selon vous, les alternatives, des solutions? Peut-être qu'il faudrait penser à développer des solutions purement endogènes, au lieu de penser à chaque fois faire appel à une expertise externe pour lutter contre le terrorisme. Quelles sont, selon vous, les alternatives pour ces pays, notamment du Sahel? D'abord, il va falloir restructurer les organisations sous-régionales en lutte contre le terrorisme, notamment le G5 Sahel, qui a pris un coup véritable, notamment avec le décès du maréchal Idriss Déby Itno, et le retrait ou encore la sortie du Mali au sein de cette organisation-là. Je crois que le Mali et le Tchad se positionner comme la tête de la locomotive, qui jouera très efficace dans la lutte contre le terrorisme au niveau du Sahel. Et je crois que le premier défi, d'abord, c'est de restructurer le G5 Sahel, c'est de remobiliser, c'est de permettre à ce que tous les pays concernés puissent se retrouver à nouveau pour définir les nouvelles bases de lutte contre le terrorisme. Deuxième étape, c'est de nouer des partenariats avec des puissances sérieuses, des puissances qui seront capables, en réalité, de donner de leur offrir ou encore de leur octroyer ce dont ils ont besoin, notamment en termes de matériel de guerre et en termes d'assistance sur le plan technologique et technique. J'estime que, je crois que ce sont ces deux leviers-là. Et le troisième élément, c'est notamment rechercher les ressources de financement pour pouvoir permettre à ce que cette politique-là soit efficace. Parce qu'on peut bien beau avoir une idée, mais si on n'a pas les moyens pour les implémenter, ça sera une idée qui ne sera pas productive. Oui. Et pour ma part, j'estime que les partenaires sérieux qui peuvent se positionner, on a la Chine, on a la Russie, on a la Turquie et bien d'autres pays des BRICS qui sont davantage des partenaires sérieux qui peuvent accompagner ces pays-là à lutter contre le terrorisme de manière efficace. Puisqu'en réalité, ils ont fait leur preuve ailleurs, notamment au Mali. On voit comment l'armée russe, à travers l'un de ses bras séculiers, et vous voyez comment la lutte contre le terrorisme au Mali est en train de connaître un succès véritable en un laps de temps. Avec la montée en puissance des FAMA, les forces armées maliennes. Et la stratégie, c'est qu'il faudrait avoir ces partenariats qui doivent davantage former les hommes, former les militaires africains, former les militaires de ces pays-là pour qu'en réalité ils puissent avoir une formation up-to-date susceptible de faire face à l'ennemi. Pourquoi? Parce que les agissements des terroristes sont des agissements qui ne sont pas statiques. Leurs agissements sont dynamiques. Ils changent de posture au fil du temps. Et j'estime qu'il faut donc une formation adéquate pour que la riposte soit... pour que l'attaque, la riposte soit vraiment à la taille de la menace de ces terroristes-là. J'estime que voilà autant de pistes qu'il faut explorer. En regardant un peu sur le rétroviseur, on constate que la Russie n'a aucune place de choix au regard de ces faits d'armes qui se fait perpétrer tant du côté de la République centrafricaine, du côté du Mali. On estime que la Russie est un partenaire sérieux qui peut accompagner les pays concernés à lutter désormais efficacement contre le terrorisme. Nous aurons l'occasion de dire un mot sur ces partenaires-là aujourd'hui qui se positionnent clairement afin d'aider le continent à éradiquer définitivement le terrorisme. Mais vous avez parlé de la capacité de ces armées-là aujourd'hui à pouvoir faire face au terrorisme. Intéressons-nous par exemple à un pays comme le Mali. Vous le savez, quand on parle aujourd'hui du G5, le Mali est récemment sorti du G5. Est-ce que la sortie du Mali n'a pas un tout petit peu également pénalisé la sortie du Mali couplée au départ de Barkhane? Est-ce que ça ne va pas encore un peu plus fragiliser aujourd'hui ces pays-là? Je crois que le Mali, entre autres des raisons qui ont justifié la sortie du Mali, c'est vrai, il y a une question de rotation qui n'avait pas été respectée, mais quand même la question de fond restait, notamment la présence effective de la France quant à donner les orientations de lutte contre le terrorisme au sein de cette organisation, qui en réalité devait être
constitué uniquement par les pays concernés. Et malheureusement, on constatait que la France était celle-là qui donnait des orientations en termes d'opérations sur le terrain. Et que le Mali ne considérait plus cela. Entre autres des raisons qui ont justifié le départ du Mali. Je crois comme Barkhane est en train de partir, le Mali pourrait revenir, puisqu'en réalité, ils sont plus que jamais appelés à vivre ensemble, à collaborer ensemble, notamment les pays concernés du G5 Sahel, à collaborer pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Pour dire qu'en réalité, le départ de Barkhane peut annoncer le retour du Mali. Et même avec le retour du Mali, quand vous prenez ces pays du G5 aujourd'hui, en termes de capacité, quel est le regard que vous jetez, leur capacité à pouvoir faire face aux terroristes? Est-ce qu'ils ont suffisamment de coups de franche aujourd'hui pour dire, oui, voilà, Barkhane n'est plus là, c'est à nous d'éradiquer ou du moins de barrer? Est-ce qu'il y a aujourd'hui cette capacité-là à pouvoir répondre favorablement aux attentes? Oui, puisque par le passé, si on s'en tient du cas du Tchad, le Tchad a une armée efficace, et à cette époque-là, on a constaté comment le Tchad faisait des opérations efficaces jusqu'à aller rechercher les terroristes dans leur retranchement. Et je crois que les hommes, ces pays-là ont les hommes nécessaires, notamment le Tchad a une expérience adéquate, susceptible de permettre à ce que ils puissent notamment lutter efficacement contre ce terrorisme-là. Et jouant au Tchad, le Mali aussi a une expérience certaine. Et je crois que ces deux pays-là peuvent être considérés comme la tête de la locomotive, qui peuvent davantage porter l'ensemble de ces pays-là qui constituent le G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme. Nous souhaitons tout simplement... Et à côté, monsieur, dame, c'est pas pour vous couper, c'est pour vous relancer une question de volonté également. C'est-à-dire, on peut avoir cette expérience à l'instar du Mali, mais quand la volonté n'y est pas, ça peut constituer à un moment donné un frein. Aujourd'hui, quand on regarde généralement ces pays du G5, on observe que clairement dans certains d'entre eux, la présence française est encore bien ancrée. Et si la présence française est bien ancrée, il sera difficile vraiment de parler d'une même voix au sein de ce G5. Oui, je vois où vous voulez en venir, notamment le cas du Niger par exemple. Le Niger aussi qui tire un peu le pas et que on n'essaie pas de lire clairement sa trajectoire. Je crois que, à défaut peut-être de relancer le G5 Sahel, il serait peut-être mieux de créer notre organisation pour lutter contre le terrorisme et pas travailler avec les pays là qui sont sincères et veulent simplement lutter contre ce terrorisme-là. Si le Niger n'est pas partant, il peut faire avec les autres. Et peut-être le Tchad, le Mali. Ce que je vis tout simplement, c'est que ces pays-là doivent s'asseoir de nouveau autour d'une même table, discuter sincèrement, parce que c'est la sécurité de cette région qui est en péril, et également la suivi de la population. Et l'État existe parce que son rôle est de protéger l'intégrité territoriale, mais aussi protéger la population et leurs biens. Si tel est le cas, si telle est la mission de l'État, il est important que ces pays-là puissent juguler leurs forces, faire tel égoïsme, faire tel égo, travailler sincèrement pour le compte de l'Afrique, travailler sincèrement pour le compte du G5 Sahel, pour que cette zone-là ne soit pas prise en otage par les terroristes. Parce que s'ils ne requinquent pas leur morale, s'ils ne renouvellent pas leur confiance entre eux, je vous assure que les terroristes vont prendre le dessus sur eux. Et si le terrorisme prend le dessus au niveau du Sahel, je crois que ça sera une perte énorme et un risque énorme qui va davantage envenimer et alimenter davantage le terrorisme. Parce qu'ils sont conscients du fait qu'ils doivent travailler, c'est un combat commun. Force de constater qu'il faudrait qu'ils se retrouvent autour du même table. À partir du moment où ils vont se retrouver autour du même table, ce qui est sûr, une solution efficace sera trouvée. Une solution efficace sera trouvée. On a parlé de la montée en puissance des FAMA du côté du Mali, du côté du Burkina Faso également. On essaie de se bouger de ce côté avec l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré qui a lancé il y a quelques jours de cela une vaste opération de recrutement avec bien sûr les volontaires pour la défense de la patrie, en abrégé VDP. Vous pensez aujourd'hui que cette volonté également affichée du côté du Burkina Faso, celle d'inclure les citoyens dans la lutte contre le terrorisme, peut porter des fruits à long terme? Je crois que c'est cette approche d'ailleurs affichée jusqu'ici. Cette approche a fait ses preuves au Cameroun.
au Cameroun avec le tourisme à l'extrême nord. Des comités de vigilance. On a vu comment il y a une adhésion forte des comités de vigilance qui a contribué bien entendu à lutter contre le terrorisme. Je crois que c'est le cas camerounais qu'on a exporté du côté du Burkina Faso, ce qui est sûr. Lorsque la population s'y mêle, je vous assure, il n'y a aucune armée, il n'y a aucun ennemi qui pourrait prendre le dessus. C'est déjà le début de la fin du terrorisme au niveau du Burkina Faso, parce que si le peuple a décidé d'adhérer à la politique en apportant en termes de renseignement, je crois que ça sera c'est déjà le début de la fin du terrorisme, puisque en réalité cela a fait ses preuves ici au Cameroun. À partir du moment où les populations avaient décidé d'accompagner l'État camerounais en termes de renseignement, je crois que le terrorisme est réduit à sa simple menace au Cameroun. Et je crois qu'au Burkina Faso, c'est une bonne solution déjà. C'est une bonne nouvelle qui atteste déjà, qui annonce déjà la fin du terrorisme de ce côté. Ils sont massifs, hein, ils sont nombreux, pardon, à vouloir bien sûr intégrer, on va le dire, les rangs de l'armée afin d'aider le gouvernement dans cet élan-là, celui bien sûr de pouvoir barrer la voie au terrorisme de ce côté, en espérant bien sûr que dans les prochains jours, cette organisation du G5 Sahel, effectivement, se mettre à engranger ses premiers résultats après le départ de Barkhane. On suivra l'actualité de près, mais également dans ce vaste combat-là, parce qu'il faut le dire, le combat aujourd'hui, il ne se limite pas seulement au niveau du Sahel. Le terrorisme, ça concerne pratiquement tous les pays du continent. Du coup, on se pose également la question, quel rôle pourraient jouer éventuellement des organisations comme l'Union africaine, voire des organisations sous-régionales comme la CEDEAO, ainsi de suite, si ce n'est que prendre le cas précis de l'Afrique de l'Ouest, où quand même, de ce côté, le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur. Alors, quel peut être véritablement le rôle de ces organisations-là aujourd'hui dans ce combat ou dans cette lutte? Je crois que ces organisations ont un rôle majeur dans leur capacité à financer, dans leur capacité à proposer des idées, et aussi dans leur capacité à assister ces pays-là qui sont victimes des rafles du terrorisme. Mais malheureusement, nous constatons que l'effort est fait, mais l'effort est insignifiant. Et c'est le lieu pour nous, par exemple, de les inviter davantage. L'effort insignifiant par manque de moyens, ou alors il y a d'autres raisons aujourd'hui qui pourraient justifier le fait que les efforts jusqu'ici ne soient pas assez consécutifs. Bon. Assez conséquents, pardon. Là, ça devient compliqué à répondre à cette question. Oui. Parce que si c'est les moyens financiers qui posent problème, ils savent où trouver les moyens financiers. Si c'est les moyens matériels, ils savent où trouver. Je crois que tout ceci peut se résumer au niveau de la volonté. Lorsque la volonté y est, toujours dit qu'on finit toujours par trouver une solution à un problème. Donc on attire juste l'attention et on les invite tout simplement à ces organisations qui ont la responsabilité de veiller au développement et au bien-être de la population, non seulement de l'Afrique à travers l'Union africaine et de la sous-région à travers les organisations sous-régionales, de bien vouloir jouer pleinement leur rôle en accompagnant véritablement et significativement ces pays-là qui sont victimes du rafle du terrorisme. Je prends un exemple très concret. Allez-y. Vous avez vu par exemple comment est-ce que les forces multinationales mixtes au Cameroun, notamment le Nigeria, le Cameroun et le Niger, s'étaient mises ensemble pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Il n'y avait aucun acteur étranger, aucune force militaire étrangère qui s'était infiltrée. Et du coup, vous avez vu comment cette force a été efficace. La force multinationale mixte, qui était le Nigeria, le Tchad et le Cameroun, notamment, a connu un succès énorme dans leur efficacité à lutter contre le terrorisme. Je crois que ce genre d'éléments, d'initiatives, pouvaient faire tache d'huile. Et que peut-être le G5 Sahel devait copier le cas de la force multinationale mixte pour voir comment ils opéraient, leur façon de faire, leur expérience. Cette synergie-là. Ça devait donc les aider à pouvoir trouver une solution propre au Sahel pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Parce que l'expérience a prouvé que la meilleure solution sera toujours endogène. Ce n'est pas les Africains, ce n'est pas l'armée africaine qu'on va finir par endiguer le terrorisme. Nous aurons l'occasion d'en parler longuement. On va le dire comme ça,
pas mal de solutions aujourd'hui, clairement, sur le plan interne. Vous l'avez clairement signifié, M. Dab, il est hors de question aujourd'hui qu'on repose le destin du continent, ou du moins le destin sécuritaire sur les mains de cette expertise externe quand même, qui jusqu'ici a montré clairement ses limites aujourd'hui. L'occasion d'aller donc chercher ces solutions purement endogènes qui nous permettraient de sortir définitivement donc de ce problème qui est relatif bien sûr au terrorisme grandissant, notamment dans la sous-région du Sahel. On le rappelle une fois de plus, le président français Emmanuel Macron ayant donc officialisé le départ de la force Barkhane, la fin d'une aventure. Elle est loin d'être amicale, cette aventure qui a duré plus de pratiquement 9 ans sur le continent. Barkhane qui a brillé donc par son incapacité à pouvoir assurer la sécurité des frontières, voire même des civils au sein de ces pays qui composent le Sahel. Aujourd'hui donc clairement, Barkhane s'en va. Quelles alternatives? C'était également l'une des thématiques sur lesquelles nous sommes revenus tout au long bien sûr de cette émission de For You Matin. Un dernier mot, messieurs, dames, avant qu'on ne se sépare ce matin, oui, sur à la fois le premier sujet qui était bien sûr réservé aux BRICS avec cette candidature de l'Algérie et bien sûr sur la deuxième thématique. Un dernier mot, un mot de fin. Non, c'est juste pour dire que c'est une très bonne nouvelle, oui, qui démontre que les BRICS sont en train de gagner le cœur non seulement des pays africains mais aussi des pays de l'Afrique de l'Europe, je veux dire quoi, les pays du continent de l'Europe, en l'occurrence l'Argentine, la Turquie, qui veulent également intégrer le seuil des BRICS. Je crois que c'est une bonne nouvelle qui crédibilise plutôt et positionne les BRICS comme des nouveaux partenaires sérieux sur le plan international. Voilà, donc on suivra de près le dossier algérien, un dossier aujourd'hui salué notamment par Moscou qui a salué cette volonté affichée par le président algérien Abdelmajid Tebboune. On suivra donc de près. En cas de validation, on le rappelle une fois de plus, l'Afrique sera représentée par 2 pays, l'Afrique du Sud et l'Algérie. En deuxième partie, nous sommes revenus bien sûr sur ce départ de la force militaire Barkhane du Sahel. L'officialisation a été faite le 9 novembre dernier, c'était hier, par le président français Emmanuel Macron en déplacement du côté de Toulon. Voilà donc, c'est ici que se termine, que s'achève cette émission de For You Matin. Merci à vous d'avoir été nombreux à l'écoute. Vous qui nous avez suivis bien sûr en relais sur la 96.3 FM, For You Radio, vous qui nous avez suivis en direct à la télévision, alors que vous qui nous avez suivis également en relais sur toutes nos différentes plateformes, Facebook ou encore YouTube, For You Media Africa.